Merci beaucoup, Caroline, pour l'introduction. Alors, bonjour à tous. Je vous retrouve pour la deuxième année consécutive pour vous parler de l'évolution du marché des médicaments. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des tendances cliniques pour l'année 2021 pour le Québec, avec un focus tout particulier sur les maladies inflammatoires, le diabète, la dermatologie et le trouble de l'attention. On va passer à travers les changements législatifs au Canada qui vont avoir un impact sur le marché du médicament, l'évolution du statut des biosimilaires au Canada et au Québec, l'impact de la COVID, que ce soit pour les patients au niveau du retard des traitements, au niveau du développement des services pharmaceutiques au Québec et l'explosion de la pharmacie virtuelle. Enfin, on va parler des médicaments en développement qui risquent d'avoir des impacts sur les plans dans les prochaines années. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler des données pour l'année 2021 et spécifiquement pour le Québec. Comme l'année dernière, les 10 premières conditions de santé les plus coûteuses restent les mêmes. On va mettre l'accent particulièrement sur certaines maladies dans les prochaines diapositives. En ce qui concerne le portfolio de TELUS, ça concerne 1,2 milliard de coûts admissibles pour 1,1 million de réclamants distincts. Le premier plan reste toujours pour les maladies inflammatoires, en dépit du petit pourcentage de réclamants à hauteur de 0,7%. Par contre, ça représente 14% en termes de coûts admissibles. C'est souvent expliqué par les médicaments dispendieux dans cette catégorie de maladies. La deuxième maladie dont on va parler, c'est le diabète, avec des chiffres beaucoup plus équilibrés, puisque ça concerne 6,9% des réclamants pour 7,9% des coûts admissibles. Enfin, les problèmes dermatologiques, qui restent au troisième plan, couvrent une beaucoup plus large population, avec 18,9% des réclamants et 6,9% des coûts admissibles. On va passer un peu plus en détail l'ensemble des données dont on parle ici pour chacune des maladies. Donc, la première maladie, c'est les maladies inflammatoires qui présentent une croissance à hauteur de 5,9%. Ici, on va parler notamment du médicament leader dans la catégorie qui est le Remicade, à hauteur de 45 067 $ par réclamant. Et ces biosimilaires qui sont tous listés ensuite, avec les plus intéressants qui sont l'Inflectra et puis le Renflexis et l'Afsola, entre 14 000 et 21 000 $ par réclamant. Ici, je vous laisse en highlight, en fait, l'Omviance et le Remsima qui ne représentent pas encore des chiffres vraiment matures dans la mesure où ces produits-là viennent juste d'être commercialisés ou ne sont pas encore sur la liste de la RAMQ. Donc, c'est sûr que ça impacte leurs chiffres. Pourquoi est-ce que les coûts passent du simple au double entre l'original et le biosimilaire? C'est non seulement à cause du coût, c'est certain, mais aussi à cause du parcours du patient dans sa maladie. Les patients qui sont sous Remicade sont souvent sous cette molécule-là depuis plus longtemps que sous le biosimilaire, juste pour des questions d'accès, et ont pu voir leur traitement doublé, leur dose doublée en cours de traitement. Donc, c'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle on se retrouve avec des coûts beaucoup plus élevés entre le Remicade et ses biosimilaires. Prochaine molécule, l'Ambrelle. Donc, on est toujours dans la même catégorie de médicaments avec les maladies inflammatoires. Toujours la même croissance, 5,9%. L'Ambrelle ici est intéressant parce qu'il commence à montrer une décroissance à hauteur de 13,8% de décroissance, tandis que ces biosimilaires, eux, sont en croissance. Le coût par réclamant pour l'Ambrelle est à hauteur de 14 000 $, tandis que celui de ces biosimilaires oscille entre 8 000 et 9 000 $. Alors, la troisième molécule qu'on va maintenant voir, ça va être l'Humira.
qu'on voit ici, donc toujours dans la même catégorie de médicaments, à hauteur de 19 860 $ par réclamant, qui commence à avoir une décroissance. Alors, pourquoi est-ce que pour l'instant, ces biosimilaires restent à 0%? Bien, c'est parce que seulement cette année, on a vu l'arrivée des biosimilaires sur le marché au mois de février 2021 et l'original a seulement été délisté au mois de mars. Donc, on s'attend à ce que ce médicament-là voit la même décroissance probablement que l'Enbrel dans les années futures et on va pouvoir le surveiller. Alors, quelles sont les solutions stratégiques pour affronter le coût finalement de ces médicaments-là pour la catégorie notamment des médicaments pour les maladies inflammatoires? Bien, il y a la transition aux médicaments biosimilaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Au mois d'avril 2022, l'ensemble des patients qui étaient sous le médicament original doivent être transitionnés sous le biosimilaire, avec une exception pour certaines insulines au mois de juillet 2022 et exception en termes de patients pour les femmes enceintes jusqu'à 1 an après leur accouchement, pour les patients pédiatriques jusqu'à 1 an après leur 18e année et pour les patients qui ont déjà connu des échecs thérapeutiques avec 2 médicaments biologiques précédents. L'avantage des plans privés, c'est qu'on peut soit se caler sur ce que font les régimes de substitution provinciaux. Donc, au Québec, on peut offrir les mêmes délais, en fait, pour laisser le temps aux patients de transitionner de leur médicament original à leur médicament biosimilaire. Mais aussi, on peut proposer des régimes où la substitution pourrait être considérée comme plus douce, c'est-à-dire qu'on réduit le coût admissible au prix du médicament biosimilaire et le patient peut continuer à prendre son original à condition qu'il débourse la différence. Enfin, une autre solution qui peut être utilisée dans le domaine privé, c'est le principe des droits acquis où on autorise les patients qui sont sous la molécule originale à garder le bénéfice de leur traitement. Alors, pour parler de ce qui s'en vient dans les maladies inflammatoires en termes de dépenses, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait une diminution ou un tassement. Pourquoi? Parce qu'en dépit du fait que le marché des médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde est déjà mature, il continue à se développer toujours et encore. Là, dans les prochaines années, on va voir arriver l'ozoralizumab, qui est un autre inhibiteur des TNF. Qu'est-ce que c'est qu'un inhibiteur des TNF? C'est dans la même famille que les médicaments dont on vient de parler, donc l'Enbrel, le Remicade et l'Humira, mais aussi le Simponi et le Cimzia. On peut se demander quel est l'intérêt d'avoir un 6e dans cette famille-là pour les patients, mais c'est certain que compte tenu de la gravité de ces maladies-là, plus son adoption, mieux c'est pour le patient pour avoir des alternatives. Une autre molécule qu'on s'attend à voir venir dans les prochaines années, c'est l'olokizumab, qui lui a un autre mécanisme d'action, c'est un inhibiteur de l'IL-6. Donc, si vous regardez dans vos plans pour que vous ayez un titre de comparaison, c'est l'Actemra et le Kevzara en termes de molécules. D'autres produits qui arrivent qui sont aussi intéressants, l'otilimab. Pourquoi? Parce que contrairement aux 2 précédents dont on a parlé, qui ont déjà des mécanismes d'action connus, ici on se retrouve avec un nouveau mécanisme d'action. Donc on a parlé tout à l'heure des patients qui ne peuvent pas transitionner parce qu'ils ont déjà eu 2 échecs de traitement. L'avantage d'avoir l'otilimab, c'est que ça peut être utilisé pour des patients qui ont échoué avec les précédents. Donc des maladies qui répondent mal aux autres options de traitement, on pourra avoir cette alternative. Enfin, la deuxième molécule dont on va parler, c'est le phénébrutinib, qui lui aussi présente l'avantage d'un nouveau mécanisme d'action. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce médicament-là va pouvoir être pris par la bouche parce que c'est une petite molécule, contrairement aux autres qui sont injectables. Là, maintenant, ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est qu'avec l'arrivée des biosimilaires qui permettaient des contrôles de coûts, ces nouvelles molécules-là reviennent dans le domaine des médicaments de marque et donc probablement des thérapies à coût plus élevé. Deuxième maladie dont on va parler, le diabète, avec
montant global de 87,8 millions de dollars et une croissance toujours soutenue à 7,5%. Ici, on a fait la décision éditoriale de vous parler de deux choses en particulier, les machines. Alors, ici, vous verrez qu'il y a le Freestyle Libre qui est mentionné à hauteur de 1 787 $ par réclamant et le Dexcom à hauteur de 1 477 $ par réclamant. Pourquoi est-ce qu'on a parlé? Parce qu'il y a un changement du point de vue de la commercialisation de ces machines-là, notamment avec l'inscription à la liste de la RAMQ et le fait qu'ils sont dispensés beaucoup plus en pharmacie qu'avant. On s'attend à ce que le Dexcom soit plus élevé par réclamant dans les prochaines années parce qu'il a juste été inscrit à la liste de la RAMQ en milieu d'année et qu'il couvre une façon vraiment plus confortable pour les patients d'utiliser son glucomètre puisqu'on n'a plus besoin de se piquer au bout du doigt de la même façon que le Freestyle Libre. La deuxième chose dont on voulait vous parler ici, c'est les agonistes du GLP-1 avec l'Ozempic et le Rybelsus à hauteur de 1 748 $ par réclamant pour l'Ozempic et 1 456 $ pour le Rybelsus. Pourquoi ces molécules-là sont intéressantes? Parce qu'elles présentent des croissances extrêmement élevées dans les plans à cause de la prescription pour des patients qui présentent des risques cardiovasculaires. Donc, ces molécules-là, on sait que ça contrôle la glycémie, ça fait baisser le taux de sucre dans le sang des patients, mais ça permet aussi d'améliorer beaucoup leur mortalité ou le risque d'hospitalisation qu'ils ont, d'où le nombre de prescriptions. Alors, qu'est-ce qui s'en vient comme solution stratégique pour maîtriser les coûts en diabète? On peut utiliser la pharmacothérapie par étapes. Qu'est-ce que c'est la pharmacothérapie par étapes? Notamment, on vient de parler de ces glucomètres de nouvelle génération qui présentent beaucoup d'avantages pour les patients, mais les coûts sont bien plus élevés qu'un glucomètre où on se pique au bout du doigt. Donc, c'est un système de capteurs qu'on met dans le bras et on peut vérifier sa glycémie en tout temps. C'est beaucoup plus continu. Par contre, seulement les patients qui utilisent de l'insuline, donc normalement les patients de diabète de type 1 ou les patients de dernier recours qui sont rendus en fin de traitement avec leur diabète de type 2 devraient bénéficier de ces glucomètres-là parce qu'ils ont besoin de vérifier leurs hypoglycémies, par exemple, beaucoup plus souvent. À ce moment-là, on a un système qui permet de vérifier dans le dossier du patient l'utilisation d'une insuline pour garantir seulement aux patients qui en ont besoin l'accès à ces glucomètres de nouvelle génération. La deuxième possibilité aussi, donc là qui s'applique plus aux médicaments, c'est d'établir des maxima. Rien de révolutionnaire là-dedans, mais pourquoi c'est indiqué pour ces nouveaux médicaments qui sont plus dispendieux que les autres? C'est parce qu'ils existent aussi avec des indications de perte de poids, mais sous un autre nom de marque. Donc, pour m'expliquer ici, notamment le Victoza, qui est utilisé en diabète, dont la molécule est le liraglutide, existe aussi en perte de poids sous forme de Saxenda. Donc, les doses n'étant pas les mêmes, la dose de diabète étant inférieure, on peut s'arranger pour avoir la quantité calculée pour que le patient ait accès au Victoza pour un contrôle de diabète et non l'utiliser pour une perte de poids. Dans ce cas-là, il va faire la demande spécifique pour le Saxenda avec notamment des formulaires de préautorisation puisque tous les plans ne couvrent pas la perte de poids. Les produits en développement pour le diabète, à nouveau, essayez d'avoir une petite vue sur le futur et les dépenses dans cette catégorie. À venir, le tirzépatide qui combine deux mécanismes. Le même mécanisme que celui dont on a parlé pour l'Ozempic, c'est-à-dire un agoniste du GLP-1, et en plus un impact sur le GIP. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que non seulement ça permet de faire diminuer à nouveau la glycémie, dont on a parlé toujours pour les patients qui ont des problèmes de sucre dans le sang, mais aussi de contrôler le poids par une diminution de l'appétit. Donc, on peut s'attendre à ce que ce médicament-là s'en vienne en compétition avec l'Ozempic. Il est d'ailleurs déjà déposé devant Santé Canada.
Pour contrebalancer toutes ces augmentations de coûts, on s'attend à l'arrivée de génériques pour d'autres catégories de médicaments du diabète, comme les inhibiteurs du DPP4 et les inhibiteurs de SGLT2. Et ça, c'est prévu pour l'année 2022 et l'année 2023, notamment pour des médicaments comme le Januvia, le Trajanta, l'Invokana et le Forxiga, que vous devez voir régulièrement réclamés dans vos plans. Donc, la balance entre deux choses, les nouvelles molécules plus chères, mais l'arrivée de génériques pour d'autres produits. La troisième maladie dont on va parler ici, c'est la dermatologie. C'est la maladie qui présente le plus fort taux de croissance dans la catégorie des 10 médicaments dont on a parlé, à hauteur de 20,6%. C'est encore plus soutenu que l'année dernière où on était à 10,4%, avec des coûts admissibles à hauteur de 85 millions de dollars. On a isolé ici certaines molécules pour illustrer le propos. Le Stelara avec des montants par assurés à hauteur de près de 30 000 dollars, une croissance de 22%, le Dupixent à hauteur de 18 512 dollars avec une croissance à 66%, et le Skyrizi à hauteur de 19 358 dollars par assuré avec une croissance de 95,6%. Ce qu'on voulait souligner ici, c'est que ces thérapies-là ont été identifiées comme des médicaments pour la dermatologie, et la raison, c'est parce que la première indication qu'ils ont reçue, c'était pour de la dermatologie. Sauf qu'il se développe de plus en plus d'études cliniques pour vérifier si ça fonctionne dans d'autres maladies, et c'est exactement ce qui se passe avec ces médicaments-là. Notamment si on regarde le Dupixent, qui à l'origine avait une indication seulement en dermatologie. Ensuite, il y a eu deux développements différents qui expliquent sa croissance. Un, c'est que ça va être indiqué pour d'autres problèmes, notamment des problèmes ORL, des patients qui ont des problèmes de polypes dans le nez qui ne peuvent pas se faire opérer, ou des patients qui font de l'asthme. Donc, on est parti seulement d'une seule indication. On se retrouve en quelques années avec 3 indications pour des maladies sévères, avec potentiellement une population extrêmement large, parce qu'on s'entend qu'une population asthmatique, c'est large. Donc, c'est ce qui explique la croissance de ces produits-là. La deuxième explication, c'est qu'une fois que le médicament fonctionne pour la population adulte, il y a souvent des études cliniques pour vérifier comment ça marche avec les plus petits, et il y a la possibilité d'avoir l'extension vers un âge plus bas pour recevoir le médicament, donc des extensions en pédiatrie. C'est la raison qui explique pourquoi la dermatologie explose autant. Est-ce que c'est forcément juste les problèmes dermatologie qui sont cachés derrière ces chiffres-là? Pas forcément. C'est le fait que les maladies qui sont auto-immunes fonctionnent pour des indications de dermatologie, mais commencent à fonctionner et pour d'autres maladies et pour des enfants. Alors, les produits qui s'en viennent en dermatologie, dans les prochaines années, très actifs au niveau du psoriasis, que ce soit et pour des produits qui sont injectables ou pour des produits qu'on peut prendre par la bouche ou des produits qu'on peut appliquer directement sur la peau. Ça, c'est certain que ce sont des nouvelles molécules, donc des nouvelles marques qui ne seront pas sous forme de biosimilaires ou de génériques immédiatement, donc des coûts à attendre plus élevés dans les prochaines années. Par contre, on a parlé du Stelara tout à l'heure, qui représente quand même un gros budget. On s'attend à ce qu'il y ait des biosimilaires qui soient commercialisés pendant l'année 2023. Il y en a toute une série qui sont en développement, mais pour l'instant, il n'y en a pas devant Santé Canada, en tout cas au moment où on a fait l'analyse au mois d'avril 2022. Mais on peut s'attendre à des contrôles de coûts probablement au cours de l'année 2023. La solution pour ces produits qui sont particulièrement dispendieux, ce sont des négociations pour permettre des contrôles de coûts. Alors, à travers les ententes d'inscription de produits, ce qu'on recherche à atteindre, c'est un équilibre qui permet un rapport coût-efficacité positif, tout en garantissant un accès équitable pour des patients. Pourquoi? Parce que c'est certain qu'il y a des besoins qui ne sont pas rencontrés. Ce sont des médicaments innovateurs, donc on veut
que la recherche et développement continue à fonctionner, mais ça passe à travers la pérennité des régimes et donc des recommandations d'inscription avec éventuellement soit des critères de préautorisation qui s'assurent que ça s'adresse seulement à la population visée ou des recommandations de baisse de prix. Et on voit que le CADAS et l'INES fonctionnent de cette façon-là en faisant des études pharmacoéconomiques qui permettent de déterminer à quel coût le médicament est viable pour un régime. Alors, on reste dans le même domaine des médicaments coûteux. Ici, par rapport à l'année dernière, toujours les mêmes 10 médicaments avec quelques petites inversions, mais pas forcément notables. Vous reconnaîtrez le Remicade et l'Humira dont on a parlé dans les maladies inflammatoires. Vous reconnaîtrez le Stelara avec les problèmes dermatologiques. Et puis, deux indications de diabète, donc l'Ozempic et le Freestyle Libre. Ce sur quoi on va se concentrer ici, c'est la 4e et la 5e position, le Concerta et le Vivance, qui se retrouvent stables à la 4e et la 5e position depuis plusieurs années avec le déficit de l'attention, avec un trouble ou non de l'hyperactivité. Pourquoi on va en parler? Parce que si on va à la diapositive suivante qui concerne les enfants, ce ne sera pas très long. Oups. Je m'excuse. Qui concerne les enfants, le déficit de l'attention, c'est le premier pôle, le premier rang, avec à la fois un pourcentage de réclamants élevé, 21,3%, et un haut pourcentage de coûts admissibles à hauteur de 28,6%. Les autres maladies dont on a parlé précédemment chez les adultes, les maladies inflammatoires et les problèmes dermato se retrouvent dans les 5 premières positions, donc rattrape en fait les adultes. Le TDAH, donc on en parle pour les enfants ici avec des coûts admissibles totaux à hauteur de 78,7 millions, une croissance quand même notable à hauteur de 9,3%. Et ce qu'on a identifié ici, c'est les différentes molécules. Donc, le premier, en violet, tout en haut, méthylphénidate. Qu'est-ce que ça recouvre ici? C'est vos Concerta, vos Bifantins, le Focest, qui a une croissance à hauteur de 7,5%. C'est un stimulant. La deuxième molécule dont on va parler ici, c'est la lisdexamphétamine à hauteur de 12,8% de croissance. C'est la deuxième ligne, la ligne verte, c'est le Vivance. Et enfin, la troisième ligne, c'est la guanfacine avec une croissance à hauteur de 10,4%. Pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Parce que ce médicament-là est intéressant dans la mesure où il peut être utilisé tout seul, donc ce qu'on appelle en monothérapie, mais il peut aussi complémenter les deux traitements dont on vient de parler. Donc un traitement de Concerta ou un traitement de Vivance peut être complémenté par une guanfacine. Ça veut dire que ce ne sont pas des coûts exclusifs, mais des coûts qui s'additionnent. Alors, pour ce qui s'en vient dans les prochaines années en TDAH, il y a d'autres stimulants qui s'en viennent sur le marché. Donc, les stimulants, on a dit par exemple, pour comparer, c'est le Concerta. Avec un focus tout particulier des manufacturiers qui font ces médicaments-là pour éviter les détournements et le potentiel d'abus. Donc, éviter que ces produits-là se retrouvent dans les rues, avec notamment 2 produits qui ont été approuvés aux États-Unis lors des dernières années, l'Evekeo et l'Astaris. Pour l'instant, ces molécules-là, on ne sait pas vraiment si elles vont être commercialisées au Canada, mais on garde un œil dessus parce qu'elles pourraient être le remplacement de solutions qui existent aujourd'hui. Pour les non-stimulants, il y a aussi de la recherche en place, notamment la viloxazine, qui est déjà approuvée aussi aux États-Unis. Ça, ce serait de la compétition pour le Strattera. Et même chose que pour les 2 molécules dont on a parlé précédemment, son futur est incertain au Canada parce que ce n'est pas encore déposé auprès de Santé Canada pour les dossiers. Le générique du Vivance, c'était ce qui était le plus attendu en termes de contrôle de coûts dans cette sphère thérapeutique.
Par contre, la Cour fédérale a déterminé qu'il y avait l'existence d'un brevet sur le Vivance et ça va faire en sorte qu'on ne s'attend pas à avoir des médicaments génériques avant le mois de juin 2024. Donc, pas d'économie sur cette molécule-là avant l'été 2024. Les 10 médicaments les plus coûteux par réclamant au Québec, avec pour juste ces 10 molécules-là un coût admissible total de 30,6 millions de dollars. Vous noterez dans les noms qui sont cités ici que ce sont des médicaments pour les maladies rares. Or, ces médicaments-là représentent un taux de croissance annualisé de 32% et près de 10% des ventes de produits pharmaceutiques. Ça, c'est le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés qui le détermine. Pourquoi est-ce que je vous le cite ici? Parce que ces croissances-là, elles se retrouvent non seulement au niveau des ventes, mais aussi au niveau de la préhomologation. La préhomologation, qu'est-ce que c'est? C'est avant que ça se rende quand le dossier est déposé devant Santé Canada et puis que ça va se retrouver sur le marché. Et 40% des médicaments qui sont dans cette antichambre sont des médicaments qui ont une désignation orpheline. Les coûts sont extrêmement élevés parce que ce sont des médicaments difficiles à produire et parce qu'ils représentent une population extrêmement limitée, là où on s'attend à très peu de généralisation ou très peu de biosimilaires parce que c'est pas très intéressant de fabriquer une copie pour une si petite population. Donc, on voulait mettre l'accent sur ces dépenses-là puisqu'on s'attend à ce qu'elles continuent à se développer dans les prochaines années en dépit de la rareté des patients touchés. Alors ici, on va faire un premier petit sondage avec vous pour vérifier si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit. Donc, parmi les 3 conditions de santé les plus coûteuses, laquelle a connu la plus forte croissance entre 2020 et 2021? Est-ce que ce sont les maladies inflammatoires? Est-ce qu'on parle du diabète? Ou est-ce qu'on parle de la dermatologie? Je vais vous laisser quelques minutes pour avoir le temps de répondre sur la plateforme. Alors, 43% des répondants ont parlé de la dermatologie et effectivement, c'est la bonne réponse. Les raisons pour l'expliquer, comme je l'ai dit précédemment, c'est le développement vers d'autres indications et aussi le développement vers la pédiatrie. Alors maintenant, je vais vous parler d'une analyse qu'on a faite qui concerne l'observance. Donc, qu'est-ce que c'est l'observance? C'est la capacité d'un patient à suivre son traitement. Pourquoi on a fait une analyse à propos de l'observance? Parce qu'on s'est posé la question suivante. Est-ce que l'observance a une incidence sur la rapidité avec laquelle un patient va passer d'un agent de première intention, qui en général est moins coûteux, à des produits biologiques plus coûteux? Et notre hypothèse, c'était de se dire que plus un patient est adhérent à son traitement, donc plus il est vertueux à le prendre, plus il a de chances de retarder la progression de sa maladie par rapport à des patients qui oublient plus facilement leur traitement ou qui ne le prennent pas volontairement. Alors, la première étape, c'est qu'on a choisi une maladie, la polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle on a identifié des patients qui prennent des biologiques lors des 2 dernières années. En deuxième étape, on est retourné 7 ans en arrière dans les antécédents de réclamation pour déterminer la date à laquelle ils avaient commencé des traitements de première intention. Donc typiquement, c'est votre méthotrexate ou d'autres antirhumatismaux de base. En troisième étape, on a séparé les patients en 4 groupes et on a vérifié comment est-ce qu'ils suivaient leur traitement de départ. Donc, à titre d'exemple, si on prend un patient, on a identifié qu'il commençait un biologique au 17 mai de l'année 2021. On retourne dans le futur pour trouver la date à laquelle il a commencé son traitement de première ligne. Donc, si on retourne ici, on découvre qu'il a commencé son méthotrexate au 25 avril 2016. Ça veut dire qu'entre le moment où il a commencé son premier traitement et le moment où il a initié son biologique, il s'est écoulé 5 ans et 22 jours.
Avec ces informations-là, comme je vous l'ai dit, on a trié les patients pour voir le temps passé entre le moment où ils ont commencé leur médicament de départ et où ils ont initié le générique. On a calculé les taux de non-adhérence et le MPR moyen. Qu'est-ce que c'est le MPR moyen? C'est les médicaments en possession du patient pour une certaine période de temps. Donc, on s'attend à ce qu'un patient qui renouvelle ses médicaments pour 3 mois, donc pour 90 jours, revienne à la 90e journée pour renouveler ses médicaments. Plus il retarde, donc à la 100e, 110e, 120e journée, plus il a oublié ses médicaments et on considère que ce ratio, quand il est en dessous de 0,8, ça veut dire que le patient n'est pas observant. Vous noterez que c'est quand même très intéressant que voir dans les groupes de patients, les patients qui basculent très vite à son biologique se situent entre 6 mois et 2 ans avec des taux de non-adhérence, donc de non-respect de son traitement, de presque 20%. Tandis que si on regarde les patients qui ont mis 4 à 6 ans avant de basculer au biosimilaire, dans ce groupe-là, le taux de patients qui n'étaient pas adhérents à leur traitement était seulement de 4%. Évidemment, l'observance, c'est un des facteurs pour la progression de la maladie. Il y en a d'autres, mais quand même, on se dit qu'avec ces chiffres-là, on pourrait avoir des impacts sur ce qu'on peut faire pour retarder l'utilisation des biologiques. À titre d'exemple, si on prend les agents de première ligne, avec les agents classiques comme le méthotrexate ou l'azatioprine, on oscille entre 140 et 1 600 $. Quand on se retrouve dans la catégorie des agents biologiques, on oscille entre 16 000 et 67 000 $. 67 000 $ étant la situation la pire, entre guillemets, puisque on utilise à ce moment-là un biosimilaire où le patient prend le double de sa dose par rapport à l'origine, pour vous faire le lien avec ce dont on parlait avec le Remicade au tout début de la présentation. Quelles sont nos solutions aujourd'hui pour améliorer l'observance? Alors, si on suit le modèle des programmes de support aux patients pour les produits biologiques, la plupart du temps, ces programmes de support-là ont des gestionnaires de cas qui suivent les patients pour vérifier qu'ils sont bien disponibles à la date de leur injection, qu'ils n'ont pas de problème d'infection, qu'ils n'ont pas de problème d'effets secondaires, pour être sûr de bien recevoir la dose à temps. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer en ciblant les patients qui commencent ces traitements-là, mais des traitements plus de base, et les renforcer dans leur traitement pour voir quels sont leurs obstacles? C'est certain qu'il y a moyen de le faire, notamment en pharmacie. La pharmacie virtuelle, par exemple, permet des rendez-vous avec les patients. C'est calé sur le même principe que les soins reçus de façon virtuelle avec les applications où on rencontre un médecin ou une infirmière. Rencontrer son pharmacien au moment où on le peut par l'intermédiaire d'une visioconférence, ça pourrait être une solution. Une autre solution, c'est d'encourager que les patients utilisent des applications mobiles de renforcement de l'adhérence au traitement. On a tous des téléphones intelligents aujourd'hui avec des notifications à titre d'anecdote, le méthotrexate, qui est le médicament de base, c'est un médicament qui se prend 1 fois par semaine. Aussi idiot que ça puisse paraître, prendre un médicament 1 fois par semaine, c'est beaucoup plus compliqué à se souvenir qu'un médicament qu'on prend tous les jours sur une base régulière où les habitudes sont plus ancrées. Donc, avoir une application mobile qui a une notification qui vous rappelle aujourd'hui, c'est la journée où vous prenez votre médicament pour la polyarthrite, ça pourrait être une solution. Alors, deuxième petit sondage aujourd'hui. Selon l'analyse qu'on a faite, un patient qui prend régulièrement ses médicaments de première intention va avoir plus de chances de retarder son recours aux médicaments biologiques. Est-ce que cette phrase est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre.
Merci à tous pour votre participation. Alors, effectivement, plus un patient prend bien ses médicaments, plus il a de chances de retarder son recours à un biologique. Donc, c'est extrêmement intéressant qu'on puisse trouver des solutions pour chercher quels sont les obstacles des patients à prendre leurs médicaments de première ligne. Maintenant, on va parler de l'évolution du statut des biosimilaires au Canada et au Québec. Alors, pour ce qui est des provinces, la plupart des provinces ont désormais adopté la transition obligatoire, que ce soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec très récemment, ou le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Il reste encore certaines provinces comme l'Ontario où la couverture se fait seulement selon le formulaire provincial et la Saskatchewan-Terre-Neuve pour lequel seulement les patients naïfs, donc les patients qui ne sont pas en traitement, qui sont débutés sur un traitement, qui commencent le biosimilaire. Ce que ça nous a amené pour nous, pour rentrer plus dans les détails au Québec, ça a été toute une année de préparation où les médicaments originaux ont été retirés petit à petit de la liste de la RAMQ. Vous avez la liste ici avec l'Humira, l'Humalog, le Forteo, le Lovenox et Novorapid. Et la politique de transition dont j'ai parlé précédemment, où tous les patients qui étaient sur le médicament original ont été basculés au biosimilaire, sauf s'ils avaient les exceptions dont on a parlé, donc notamment les femmes enceintes, les enfants et les patients qui avaient des échecs de traitement. Les changements législatifs au niveau du Canada. Alors, le régime national d'assurance médicaments, donc l'ACMTS, a formé un comité qui était constitué de présidents et de membres pour déterminer quel cadre ils allaient pouvoir mettre en place pour élaborer une liste de médicaments qui serait couvert d'un océan à l'autre pour les patients. Ces recommandations-là ont été soumises pour une première liste au printemps, tout récemment, après des consultations avec tous les intervenants du système de santé et les différentes provinces. Pourquoi je ne vais pas m'attarder très longuement là-dessus? Parce que le Québec va probablement faire valoir son droit de retrait pour ne pas y participer. Donc, pour l'instant, on s'attend à peu d'impact au niveau du Québec. Le deuxième point pour le Canada important cette année, c'est le conseil d'examen du prix des médicaments brevetés et le fait qu'il devait y avoir, selon ce qui était prévu par le gouvernement fédéral, des changements au niveau du règlement, notamment au niveau du panier des pays de référence pour comparer les prix, des nouveaux facteurs pour calculer la réglementation des prix et la volonté d'avoir plus de transparence vis-à-vis des ententes d'inscription. Après de multiples reports à cause du Covid, la date d'entrée en vigueur était prévue pour juillet 2022. Mais rebondissement entre-temps, au mois de février 2022, la Cour d'appel a déclaré que les facteurs économiques étaient invalidés, que la divulgation des ententes d'inscription était aussi invalidée et la seule confirmation, c'était la modification du panier des pays de comparaison. En conséquence, réajustement, le CEPMB a annoncé qu'ils allaient préparer une nouvelle version des lignes directrices. Compte tenu que ça a été déclaré en avril, on a assez peu d'espoir que ça puisse être réalisé pour le mois de juillet, mais on va se tenir au courant de ce qui se passe dans ce dossier-là. Maintenant, les impacts de la COVID au niveau du marché des médicaments, de tout ce qui est les patients, les soins médicaux qui ont été retardés ou évités. Donc, si vous suivez ici les trois graphes, on a évalué les nouveaux patients pour 3 maladies distinctes. Le cancer, la dépression et le cholestérol, les produits cardiovasculaires. Si vous suivez la progression de 2018 et de 2019, on s'attendait, s'il n'y avait pas eu la pandémie, à ce que 2020 soit beaucoup plus haut.
Or, vous voyez clairement un tassement ici. La plupart des patients ont soit volontairement retardé parce qu'ils avaient peur de se rendre à l'urgence, ils avaient peur de se rendre à la clinique, ou ils ont juste évité leur traitement pendant toute l'année de la pandémie. Et c'est ce qui explique le rebond des nouveaux patients pour l'année 2021. On pourrait se dire, bon, ben, c'est convenable, on a rattrapé le retard, on voit que c'est à peu près à l'endroit où ça devrait être, sauf que le problème, c'est que les patients sont plus malades. Ils sont plus malades parce qu'ils ont comme raté une année ou deux de traitement où on aurait pu contrôler leur maladie plus vite. Ça veut dire qu'on se rend possiblement plus loin dans les lignes de traitement au lieu de commencer par les premiers traitements de base. C'est particulièrement problématique dans les cas de cancer parce qu'on sait que plus on retarde le traitement de la maladie, plus il y a un risque de métastase, par exemple, ou de complications de la maladie. La deuxième chose un peu plus positive qui s'est passée pendant la COVID, c'est le développement des services pharmaceutiques au Québec. Qu'est-ce que c'est les services pharmaceutiques? C'est qu'à partir du 25 janvier 2021, le gouvernement a établi que certains services devaient être gratuits pour la population dans les pharmacies pour décharger la première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de franchise, pas de coassurance sur un ensemble de 10 services qui sont cités ici pour lesquels les patients pouvaient se rendre en pharmacie et obtenir ces choses-là. Donc, qu'est-ce que c'était? C'est par exemple la modification d'une thérapie. Le pharmacien change le traitement pour des raisons d'efficacité ou de sécurité. À ce moment-là, il y a la facturation d'un acte. La substitution d'un médicament, pourquoi votre médicament est manquant en ce moment, on ne peut pas l'obtenir auprès des manufacturiers, alors le pharmacien va choisir pour votre maladie une autre thérapie possible et le remplacer. Il y a le service de prise en charge après une hospitalisation, donc ça concerne souvent les patients plus âgés. Un patient rentre à l'hôpital avec toute une liste de médicaments, il sort avec des médicaments complètement modifiés. L'analyse du dossier, la mise en place de ces nouvelles habitudes avec le patient peut être facturé par le pharmacien. Le service le plus utilisé, c'est le service d'évaluation aux fins de prolonger une ordonnance et prolonger l'ordonnance elle-même. On parlait de décharger les services de première ligne. Donc, le pharmacien peut, dans certaines conditions, prolonger votre traitement en attendant que votre rendez-vous arrive avec votre médecin. Et ce service-là, à nouveau, c'est et pour décharger la première ligne et pour faciliter l'accès aux soins. Enfin, le service d'administration d'un médicament pour en démontrer l'usage approprié, c'est le fait que le pharmacien peut vous injecter un produit pour que vous soyez ensuite autonome à vous auto-injecter tout seul. Tout ça, ça peut... j'étais un peu trop loin. Tout ça, ça peut paraître comme des coûts bruts parce que ça représente quand même 129 000 patients pour un total payé de 2 millions de dollars. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité de ces paiements-là, c'est pour l'acte de prolongation de la prescription. Quand votre pharmacien il prolonge votre prescription, notamment pour le diabète, il y a une obligation de suivi avec vous, de vérifier ce que ça devient, votre glycémie, comment est-ce que vous avez des effets secondaires avec votre traitement ou pas, comment on peut maîtriser les effets secondaires. Donc, tout ce dont on a discuté précédemment avec des patients qui ont de la difficulté à prendre leur traitement, ben, le fait d'avoir un pharmacien qui a prolongé une prescription puis qui va vous voir mois après mois, puisqu'au Québec, en général, on renouvelle nos prescriptions mensuellement, ça permet d'attraper des patients et de renforcer les bonnes habitudes. Donc, ça pourrait avoir des bonnes conséquences quand même pour nos plans. Les répercussions de la COVID sur le Canada, c'est la relaxation de la loi fédérale sur les narcotiques qui a été prolongée jusqu'au mois de septembre 2022. Beaucoup plus de facilité à modifier des doses de narcotiques, à les transférer d'une pharmacie à l'autre. C'est une bonne chose, on espère que ça va rester. La deuxième chose, c'est que l'Ontario va copier le Québec probablement pour les services pharmaceutiques, à nouveau pour des réseaux de contrôle de la première ligne, c'est les enseignements qu'on a tirés vraiment de la pandémie, de se dire que les pharmaciens peuvent participer à l'effort collectif et suivre les patients en fournissant le même genre de services qui ont été développés au Québec en janvier 2021. Les élections arrivent pour l'Ontario et ça a été juste voté avant le déclenchement des élections, donc c'est en cours.
Enfin, on a parlé des changements d'habitude des patients à consulter leur médecin via visioconférence, donc notamment des applications qui permettent de rencontrer une infirmière ou un médecin en ligne. C'est extrêmement pratique, particulièrement pour la population qui travaille, donc la population qui est impactée par les plans d'assurance privés. On se retrouve avec une contamination pour ça dans la pharmacie, avec la pharmacie virtuelle qui se développe. Ici, je vous ai mis un graphe entre le nombre de réclamations par pharmacie, que ce soit dans la pharmacie virtuelle ou dans votre pharmacie de quartier. On voit très clairement une augmentation drastique des prescriptions dans la pharmacie virtuelle. À nouveau, des questions de praticité, de population qui répond bien à ces services-là par la prise de rendez-vous avec des visioconférences avec le pharmacien, par le fait que les prescriptions sont livrées à la maison. Donc, on s'attend à ce que cette tendance-là se renforce dans les prochaines années. Alors, troisième sondage et dernier sondage. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec au mois d'avril 2022? Est-ce que ça a été la transition de la RAMQ des médicaments biologiques aux médicaments biosimilaires? Est-ce que ça a été le développement des services pharmaceutiques qui sont facturables au Québec? Est-ce que c'est la relaxation de la loi fédérale sur les narcotiques qui a été terminée? Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Alors, 83% des répondants, 84 maintenant, ont déterminé que c'était la transition à la RAMQ pour passer les patients des médicaments biologiques aux médicaments biosimilaires. Et c'est effectivement le cas, 13 avril 2022, avec une date future pour le mois de juillet pour certaines insulines. Alors, on va passer maintenant aux médicaments en développement. On aime toujours finir avec cette section-là parce que ça anticipe ce qu'on attend pour les années prochaines. Les médicaments en développement, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des produits qui sont dans des phases cliniques, les phases cliniques 1, 2 et 3, avant d'être commercialisés. Vous noterez qu'en phase 1 et en phase 2, on a plus de 6000 produits qui sont étudiés. Quand on se rend à la phase 3, qui est la phase juste avant les approbations, mais il y a effectivement un raccourcissement parce que ce sont seulement ceux qui fonctionnent, qui sont vraiment définitivement élus. Dans ces catégories-là, on va voir qu'il y a toutes sortes de médicaments. Alors, ça peut être de plus en plus des médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire. On a eu ça beaucoup l'année dernière avec les 2 nouveaux médicaments de thérapie génique qui représentent des millions de dollars de traitement. Mais maintenant aussi, ça peut être des traitements pour des maladies beaucoup plus connexes comme la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui domine le plus dans les 2 dernières phases? De façon très large, c'est l'oncologie. Premier pôle de développement ici, avec plus de 40% des médicaments qui se retrouvent dans les phases 2 ou 3 qui concernent des médicaments pour le cancer. Ici, je vous conseille très fortement d'aller consulter ce bulletin-là. C'est le bulletin de veille stratégique de l'INES dont j'ai tiré les graphiques. À nouveau, c'est pour illustrer les tendances en dépenses annualisées par classe de médicaments. Et vous l'aurez deviné, la grande ligne jaune qui s'en va vers le haut à droite de tous les graphiques, ce sont les médicaments pour le cancer. Des médicaments pour le cancer qui sont de plus en plus dispendieux parce qu'ils sont de plus en plus ciblés pour des maladies très particulières et pour des besoins de plus en plus customisés pour les patients, que ce soit les anticorps monoclonaux ou les thérapies targetées. Alors ici, c'est pour ça qu'on a mis en avant le cancer avec les anticorps monoclonaux. À titre d'information, c'est le Keytruda et l'Optivo. Ça peut sembler représenter seulement un petit pourcentage des coûts admissibles au sein du cancer, 4,6%. Mais si on regarde la croissance par nombre de réclamants pour l'année 2020, on se retrouve avec un chiffre à hauteur de 62,1% de croissance de patients.
Alors, c'est quand même notable comme croissance. La deuxième thérapie pour le cancer sur laquelle on veut mettre l'accent, ce sont les traitements ciblés, la Lensensaro et le Lynparza, qui, eux, représentent 21,3% des coûts admissibles totaux, donc c'est quand même une plus grosse partie des médicaments de cancer, et à nouveau une croissance en termes de patients très élevée à hauteur de 43%. Pourquoi est-ce qu'on en a parlé ici? Parce que les médicaments de cancer, avant, c'était systématiquement à l'hôpital, mais maintenant, ça se retrouve de plus en plus en pharmacie et dans les plans. La deuxième maladie dont on veut parler, c'est la maladie d'Alzheimer, avec 500 000 Canadiens aujourd'hui qui sont atteints de démence, et en priorité, c'est souvent la maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, il y avait beaucoup de traitements seulement qui permettaient d'atténuer les symptômes cognitifs. Mais là, on se dirige vers un nouveau produit qui va permettre de traiter l'origine de la maladie, l'aducanumab. C'est un médicament qui est déjà approuvé aux États-Unis et qui vient d'être déposé devant Santé Canada. Là où on anticipe des coûts, c'est que non seulement c'est un médicament à coût élevé à hauteur de 56 000 $ par année, mais en plus, c'est un médicament qui touche une population beaucoup plus jeune, parce qu'on commence les patients quand ils commencent leurs premiers symptômes. Deux autres molécules s'en viennent, le donanemumab et le gantenerumab, qu'on pourrait voir sur le marché dans les 3 à 5 prochaines années, avec effectivement des gros changements puisqu'on traite les patients beaucoup plus jeunes. Deuxième maladie, la dégénérescence maculaire, qui est une maladie de l'œil qui fait en sorte que les patients vont perdre la vue s'ils ne sont pas traités. Pour les contrôles de coûts, le Lucentis, qui est un des médicaments les plus connus pour cette maladie-là, a été approuvé au mois de mars 2022. Par contre, on s'attend à un développement d'un médicament qui aux États-Unis s'appelle le Susvimo, qui est un implant qui est posé dans l'œil pour la même molécule, où on recharge l'implant en injectant une seule fois dedans en 6 mois. Et ça pourrait aller à l'encontre de l'utilisation du biosimilaire parce que ça évite que le patient soit piqué dans l'œil trop souvent. L'autre biosimilaire qui s'en vient, c'est l'Eylea, possiblement en 2024. Et une nouvelle molécule s'en vient aussi cette année qui permettrait à nouveau un bénéfice pour les patients parce qu'on espace les injections. Prochaine maladie, la dermatite atopique. On a eu énormément d'approbations récemment, notamment l'Altraza et le Rinvoq. Par contre, on s'attendait à ce que ça vienne un peu en compétition avec le Dupixent pour permettre des économies, mais ça a été largement détruit, ces espoirs-là, quand le Rinvoq a été approuvé seulement comme un traitement de deuxième ligne, donc qui n'est pas au même niveau de traitement que le Dupixent, il s'en vient seulement après. Enfin, la dernière maladie dont je voulais vous parler ici pour le pipeline, c'est la sclérose en plaques. Économie de traitement dès l'année 2021 parce que le Tecfidera a eu son générique qui est sorti. Par contre, le Vumerity, qui est un petit cousin du Tecfidera, s'en vient. Pour l'instant, il n'est pas encore approuvé auprès de Santé Canada, mais l'avantage qu'il a pour les patients, c'est qu'il limite les effets secondaires gastro-intestinaux. Donc, ce à quoi on s'attend éventuellement, c'est que les patients qui sont basculés de l'original Tecfidera à son générique pourrait être rebasculé à un médicament de marque et on perdrait le bénéfice de ce qu'on a gagné par la substitution générique. Alors, c'est ce qui termine ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Caroline. C'était une excellente présentation, puis ça nous a permis vraiment de mieux comprendre l'évolution des marchés. Moi, j'aime toujours la partie sur le traitement, les nouveaux traitements en découverte. Malheureusement, bon, ça impacte souvent le coût des médicaments. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment pour les questions. Donc, si vous voulez poser une question, vous veuillez l'acheminer via le menu questions-réponses qui se trouve à droite de votre écran. Encore, ne pas utiliser le chat, s'il vous plaît, je ne verrai pas vos questions. Oui, on a reçu des questions déjà pendant la présentation. Alors, je vais juste les regarder, si on peut. Quel est l'impact pour les médicaments pour le traitement de la COVID? Puis dans quelle mesure le Paxlovid impacte les plans privés, par exemple?
Alors, effectivement, donc j'ai parlé de la COVID pendant la présentation, mais je n'ai pas parlé des médicaments de la COVID. Pourquoi? Parce que ces médicaments-là n'impactent pas les plans. Pour l'instant, ils font partie de l'effort pandémique qui sont couverts par le gouvernement fédéral. Donc, ces médicaments-là, le Paxlovid et le nouveau qui vient de sortir, les Vusheld, sont dispensés en pharmacie au Québec par les pharmaciens. Ils sont même prescrits par les pharmaciens pour les patients à risque d'hospitalisation qui contactent la COVID quand il y a un défaut de vaccination. Mais on ne devrait pas voir ces coûts-là sur nos plans puisque c'est pris en charge complètement de façon gouvernementale. Merci. Prochaine question. Quels sont les outils disponibles pour le contrôle des coûts de médicaments pour les patients diabétiques? Alors, on en a parlé un petit peu avec le principe des machines où on peut utiliser la pharmacothérapie initiale. Qu'est-ce que c'est la pharmacothérapie initiale? C'est qu'on vérifie que le patient est éligible finalement à se rendre à ce niveau-là de traitement. Donc, avant qu'on lui prescrive les médicaments qui sont plus dispendieux, dont on a parlé tout à l'heure, on s'assure que le patient a bien reçu les médicaments de première ligne. Donc, c'est toujours s'assurer que le patient est traité en temps et en heure avec les bons outils et les bons médicaments. Pour le diabète, en général, c'est de commencer par la metformine. C'est le médicament très classique en diabète de type 2 sur lequel on commence avant de commencer des médicaments plus dispendieux. Si toutefois le patient a l'incapacité à prendre ce médicament-là, il y a toujours la possibilité de mettre des exceptions. Pour contrôler les quantités, on en a parlé aussi, il y a la possibilité d'avoir des maxima. OK. Bon, parfait. Je pense que ça répond à la question. Je viens de voir une question aussi au niveau des biologiques. Avec les nouveaux biologiques qui arrivent ou qui vont arriver sur le marché, est-ce qu'il y a des solutions pour que les patients passent d'abord par d'autres alternatives biosimilaires dans une même classe thérapeutique? Bien, c'est certain qu'il y a toujours la possibilité d'utiliser les critères de préautorisation. Donc, au même titre que la plupart du temps, pour les critères de préautorisation au Québec, les médecins vont utiliser les formulaires de la RAMQ. Donc, c'est certain que sur le formulaire de la RAMQ maintenant, un patient qui doit démarrer un traitement ou un patient qui doit renouveler sa préautorisation, si jamais il n'a pas la justification, l'exception, donc une femme enceinte, un enfant jusqu'à ses 19 ans ou un patient qui a déjà eu 2 échecs de traitement, sur le formulaire de préautorisation, vous aurez seulement l'option biosimilaire à privilégier. Donc oui, il y a des solutions pour avoir les biosimilaires en première ligne. De la même façon, quand on a un nouveau produit qui arrive sur le marché dans cette même catégorie-là, on pourrait forcer l'autorisation à des biosimilaires en mettant les biologiques, si toutefois ils sont en deuxième ligne, seulement en deuxième alternative. Merci, merci. On a plusieurs questions. Savons-nous pourquoi il y a une forte hausse pour le traitement du TDAH? Et là, on fait référence au confinement, difficultés scolaires durant la COVID. Avons-nous vu une hausse aussi chez les adultes? Alors, effectivement, les chiffres qu'on a vus ces dernières années, c'est surtout des croissances auprès des adultes, pas tellement au point des enfants, c'est assez stable. C'est certain que il y a 2 choses qui jouent. Nous, les adultes aussi, on a été confinés devant nos écrans, donc ça peut rendre les choses plus difficiles pour des adultes qui n'étaient pas diagnostiqués et finalement, ça révèle des symptômes qui font en sorte qu'ils ont besoin d'être traités. La deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus d'adultes qui sont diagnostiqués suite au diagnostic de leur enfant. Parce qu'on se reconnaît dans notre tout petit et qu'on se dit « oups, il y a certaines choses qui sont très, très identiques » et ça permet de faire en sorte que l'adulte identifie que lui aussi, il a probablement besoin d'être traité. C'est certain que tout ce qui est l'enseignement à distance ou le travail à distance, c'est particulièrement difficile pour des gens qui ont des troubles de déficit de l'attention. Plutôt que de travailler dans un environnement habituel de travail. C'est quand même un gros changement, une grosse perturbation. Donc oui, les explications sont d'avoir à travailler devant un écran et notamment le fait qu'il
les prescriptions ont augmenté beaucoup chez les jeunes adultes. Vraiment, c'est ce qu'on voyait. Une question que j'avais moi-même. Pour les médicaments reliés au cancer, la majorité des coûts ne sont-ils pas payés par les hôpitaux? Alors, ça dépend. Les chimios classiques, les chimios de première ligne, la plupart du temps, sont sur la liste des établissements au Québec. Ça, c'est certain. Par contre, il y a de plus en plus de traitements de deuxième, troisième, quatrième intention qui sont des traitements par la bouche. Donc, c'est des traitements, c'est des pilules, c'est des gélules. Et ça se retrouve dans le communautaire. Là, ça se retrouve dans vos pharmacies habituelles. Donc, dans ces cas-là, ce sont des médicaments qui sont inscrits à la liste de la RAMQ comme médicaments d'exception classiques et ça rentre dans les plans. Ça veut dire que c'est souvent les dernières options de traitement. C'est les options de traitement quand les patients sont plus malades et qui retournent à la maison. Ce ne sont pas les chimios de première intention. Là, toutes les injections, les chimios qui sont reçus à l'hôpital restent sous le couvert de l'hôpital et sous le budget de l'hôpital. Mais c'est tout ce qui s'en vient après. Là, on va faire très vite parce que je regarde le temps, mais je vais formuler la dernière question parce qu'il y en a d'autres, mais c'est la dernière qu'on va prendre. Avons-nous des informations quant à la transition aux biosimilaires en Ontario? Et je ne sais pas si on peut répondre rapidement à cette question-là. On va y répondre très rapidement. Pour l'instant, pas d'informations. Pour l'instant, c'est toujours le formulaire qu'ils utilisent, mais c'est certain que maintenant que la plupart des grandes provinces ont basculé avec une politique de transition, on peut s'attendre à ça dans les prochaines années. Ils sont un petit peu occupés avec leurs élections en ce moment. Oui, c'est un point. C'est un point. Merci beaucoup, Caroline. Très intéressant.